Soyez bienvenus. Allô, c'est un plaisir de vous avoir ici avec nous. Au nom du gouvernement Grand-Duché de Luxembourg, nous souhaitons bienvenue à tout le monde au panel de haut niveau, le cyclisme comme solution de mobilité pour un temps plein de défis. Bienvenue. Et donc, je vais partager avec vous l'ordre du jour pour notre webinaire. Nous allons commencer avec bienvenue, introduction de M. François Borch et le directeur global pour WRI Ross Center, Annie Dasgupta, et aussi l'expérience de Paris avec M. David Béliard, l'expérience avec le cyclisme en Paris. Et après, Michael Colville-Anderson pour un petit peu d'inspiration. Et à la fin, une discussion avec un groupe de très haut niveau, François Banche, ministre d'Aguatmoge, Philippe Henry et Nicolas Estupina de Bogota, Colombie. Et donc, bienvenue au ministre François Banche, ministre de Mobilité du gouvernement de Luxembourg. Allô, ça va, monsieur le ministre? Hola, Claudia? Oui, je m'appelle François Borch. Je suis ministre pour Mobilité et Travaux publics à Luxembourg. Et c'est un plaisir d'être ici, ce webinaire cyclisme avec WRI. On sait que le cyclisme fait partie de la réponse pour plusieurs troubles dans le monde, et égalité, équité, mobilité. Et la pandémie nous a montré comment les personnes utilisent le cyclisme pour plusieurs raisons. Plusieurs villes, plusieurs veulent éviter le transport public, mais non pas un automobile privé ou ne veut pas être dans une congestion. Nous avons ici, chez nous, beaucoup de cyclisme. Pendant la pandémie, les personnes sont rendues compte que le cyclisme est bon, pas seulement pour les raisons physiques, mais pour d'autres raisons. Et donc, plusieurs personnes commencent à utiliser la bicyclette, pas seulement pour des raisons physiques, mais parce que les personnes trouvent que c'est bon pour l'environnement, pour la ville, euh, pour les espaces publics. C'est meilleur et beaucoup plus disponible. Et il y a plusieurs personnes qui commencent maintenant parce que les automobiles, pendant le lockdown, on sait que les automobiles vont retourner aux rues et peut-être les cyclistes pas tellement. Mais maintenant, euh, cette nouvelle partie de la population a fait une découverte du cyclisme. Et comme ministre, je sais qu'il y a tout un lobby. Euh, ils veulent continuer ce qu'ils ont découvert pendant le lockdown. Ils veulent utiliser ces bicyclettes avec sécurité, pas seulement les touristes, mais tous les jours, à toutes les places. Et donc, c'est possible. Et ça, c'est notre objectif. Parce que le cyclisme est la façon la plus belle de se déplacer par la ville. Et donc, le cyclisme, vraiment, passe par une renaissance. Merci. Oui, merci, Monsieur le ministre Bauch. C'est vrai, euh, c'est la pandémie qui nous a ajouté, rendu compte que le cyclisme est tellement important. Maintenant, je veux présenter le directeur global de WRI, Annie Dasgupta. Ça va, Annie? Oui. Oui, merci. Très, très bien. Je suis bien. Merci, Claudia. Merci, Monsieur le ministre. Excellent d'être ici avec vous.
Et je veux aussi souhaiter bienvenue à tout le monde qui est ici avec nous aujourd'hui. Comme Claudia euh, a déjà en parlé, nous travaillons au Ross Center, plusieurs villes partout dans le monde, en partenariat. On apprend avec les villes pour voir qu'est-ce que les villes ont besoin, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut développer. euh, et donc, je vais partager quelques observations, mais avant, je veux seulement vous dire que c'est personnel pour moi. Je ne sais pas si tout le monde travaille à partir de chez soi. Moi, oui. Et moi, je n'aime pas beaucoup travailler ici. Je peux voir mes collègues au travail, mais aussi quand je vais au travail de matin et quand je retourne chez moi la nuit, ça fait partie de mon quotidien, de mon jour. Donc, avec cette perspective, la pandémie a changé, a impacté les villes. Je vais partager avec vous quelques exemples. La pandémie est très centrée sur les centres urbains. Aussi, les conséquences économiques et nous, WRI, nous concentrons. Qu'est-ce qu'on peut apprendre avec cette expérience? Et on voit ça tous les jours. On apprend tous les jours. Il y a quatre choses que je vais partager avec vous aujourd'hui. Une chose, un point, est que la pandémie a impacté tout le monde d'une façon pas égale. Pas seulement la maladie, mais d'autres résultats. Comme c'est touché tout le monde d'une façon différente. La deuxième chose, l'impact sur la mobilité avec le transport public d'une façon négative, mais positive avec le cyclisme. Et troisièmement, le financement pour les villes. Ça, euh, même les plus grandes entreprises de transport public. Et donc, l'impact sur les villes, c'est critique. Mais il y a quelque chose de positif. C'est difficile euh, de parler de quelque chose de positif, mais oui, il y a quelque chose de positif. Ce que nous voyons dans toutes les villes, les espaces publics pour l'innovation, pour les piétons, pour les cyclistes. Paris, par exemple, merci beaucoup à nos collègues de Paris, mais pas seulement Paris, Addis Ababa et d'autres villes. Comment les villes ont récapturer les espaces publics avec le cyclisme. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est très positif. C'est très positif comme résultat. Et donc, ça se passe, on n'a pas beaucoup d'automobiles, mais le cyclisme, la capacité d'être des piétons, des cyclistes, ça veut dire des rues beaucoup plus sécurisées. À New York, euh, nous avons plus de femmes qui utilisent des bicyclettes parce qu'elles ont beaucoup plus de sécurité, confort. Et donc, c'est très euh, sûr. Et donc, l'idée maintenant, et c'est ça qu'on veut savoir de tous les intervenants ici, comment est-ce que faire ces changements permanents, comment créer des politiques publiques, tout un mouvement pour que ces changements formidables qu'on voit chez nos villes, comment est-ce que ce changement peut faire partie permanente des politiques publiques? Comment réimaginer le transport public d'une façon différente? Et nous avons l'opportunité ici parce que les entreprises, les compagnies euh, ont des problèmes. Donc, comment réimaginer le transport public? Pas seulement la mobilité mécanisée, mais la non mécanisée. Et le cyclisme peut faire partie de cette solution. Et donc, ça, c'est très intéressant. Et donc, c'est ça que je veux en discuter avec vous aujourd'hui dans ce webinaire. Comment est-ce que ça peut être permanent?
Merci beaucoup, Claudia. Merci beaucoup. Oui, je suis d'accord avec vous, 100%. Le cyclisme, c'est quelque chose de joyeux. C'est la joie. euh, Ça nous rend heureux. Mais comment est-ce que ça peut être quelque chose avec beaucoup plus de sécurité pour que les personnes puissent utiliser beaucoup plus leur bicyclette? D'accord? Et donc, maintenant, on invite David Béliard. Qu'est-ce que vous faites dans ces derniers mois en Paris? Parce qu'on voit que Paris se transformé dans une ville où le cyclisme est superbe. Et donc, Monsieur David Béliard, vous avez la parole. Merci, thank you, and hello everyone for inviting me. And sorry in advance because I will speak in French and not in English, but I take advantage and enjoy the translation for my speech. Alors, en effet, la question est primordiale de la révolution aujourd'hui des mobilités, et cette révolution des mobilités pour une ville comme Paris qui est en train de passer d'une ville du tout voiture, puisque c'était globalement la conception, et j'y reviendrai, de la ville telle qu'elle a été pensée ces 40 ou 50 dernières années, à une ville qui est une ville plus disposée, en tout cas faisant plus de place à des mobilités actives et notamment le vélo. C'est une révolution qui a été accélérée et qui s'accélère pendant cette crise sanitaire, et ça a été dit dans vos propos introductifs. Mais simplement, c'est aussi une évolution qui est une évolution peut-être plus profonde, et si vous me le permettez, je vais prendre quelques minutes simplement pour vous rappeler un petit peu comment les choses ont évolué, alors à Paris bien sûr, mais je crois dans plusieurs métropoles. D'abord, cette révolution des mobilités, elle n'est pas uniquement une réponse à la crise sanitaire du Covid, elle est une réponse à des enjeux qui sont des enjeux majeurs. D'abord, c'est un impératif ou un enjeu écologique. C'est un enjeu sanitaire qui dépasse d'ailleurs celle du Covid, et je vais y revenir. Et puis, c'est aussi un enjeu et un impératif qui est un impératif social de recomposition d'une certaine manière de l'espace public à Paris, dans une ville comme Paris, pardon. Impératif écologique, bon, je ne vais pas vous faire un topo trop long, mais les chiffres sont là. Il y a une accélération des dérèglements climatiques, une accélération et une très forte pollution, notamment de l'air. En France, le secteur des transports représente 33% de la consommation d'énergie finale en 2015, contre 29% en 1990. Et c'était, en tout cas toujours en 2015, 39% des émissions totales de gaz à effet de serre. Donc on voit bien que la question du transport, si on est dans une logique qui est une logique de lutte contre les dérèglements climatiques, une logique pro-climat, une logique pro-environnement, eh bien on est obligé d'une certaine manière à s'attaquer à ce sujet qui est un sujet des transports pour faire baisser les émissions de CO2. Impératif sanitaire, je vous le disais, pourquoi? Parce que le trafic routier, dans une ville comme Paris, évidemment, comme toutes les métropoles, rejette des substances toxiques et chimiques qui nous rendent malades. Il y a beaucoup d'études qui montrent l'impact notamment de la pollution de l'air par la circulation automobile. On estime que la pollution à microparticules à Paris, c'est lié à entre 50 et 60% au trafic automobile, encore aujourd'hui, malgré les efforts que nous avons faits. Donc, on voit bien qu'il y a une corrélation directe entre la pollution aux microparticules, en tout cas, et l'existence d'une circulation automobile, en tout cas de présence de voitures encore très importante dans notre centre urbain. Le chiffre qu'on donne généralement, c'est 2500 décès prématurés uniquement à Paris, 6000 pour l'Île-de-France par an.
Ce sont des chiffres qui, évidemment, donnent des indications, mais qui montrent à quel point l'impératif sanitaire reste extrêmement présent et ne s'arrête pas uniquement à la question du Covid, mais elle est beaucoup plus large et elle touche des questions de santé publique, notamment liées à la question de la pollution de l'air et à toutes les maladies respiratoires, cardiovasculaires que ça entraîne. Puis ensuite, sujet peut-être moins abordé, mais vous en avez parlé dans vos propos, c'est la question de l'espace. Une ville comme Paris, c'est encore la moitié de l'espace public qui est consacré à la voiture individuelle. Et la voiture individuelle, elle ne représente aujourd'hui que 13% des déplacements à Paris. Donc, on a d'un côté 50% de l'espace public qui est dédié à la voiture individuelle qui en centre-ville est principalement utilisée par des hommes CSP+, c'est-à-dire des hommes cadres supérieurs, et qui utilisent cette voiture et qui accaparent d'une certaine manière la moitié de l'espace public. Eh bien, lorsqu'on fait une politique qui est une politique pro-vélo, et je vais y revenir, mais comme nous le faisons depuis déjà à peu près 5-6 ans, avec une politique très active et volontariste sur le sujet, eh bien, nous participons d'une certaine manière à requalifier l'espace public. Ce que nous faisons, c'est que nous redonnons l'espace public aux gens. Aujourd'hui, cet espace, il est utilisé par une toute petite partie de la population. 35%, moins de 35% des Parisiens aujourd'hui possèdent une voiture. Il est utilisé par une toute petite partie de la population plutôt aisée, plutôt masculine, dans le cadre de l'automobile. Eh bien, nous reprenons une partie de cet espace pour le redonner aux gens. Et vous avez raison de le souligner, la pratique du vélo est une pratique plus démocratique, est une pratique qui est plus accessible notamment aux femmes. On voit par exemple depuis quelques mois une augmentation très forte de l'usage du Vélib, notre service de vélo en libre service à Paris, eh bien, être utilisé de plus en plus par des utilisatrices, donc des utilisateurs femmes. Et donc, on est dans une politique qui est une politique d'une certaine manière de redistribution sociale si on considère l'espace public, comme je le fais, ou comme nous le faisons ici, comme un bien commun qui doit être plus également et plus équitablement partagé entre tous les usagers de la ville. Et c'est particulièrement vrai dans une ville comme Paris, qui est une ville très petite. On est une toute petite métropole, 10 km sur 10 km, parce que pour son histoire liée à des fortifications qui font que cette ville est enserrée dans son périphérique, que nous sommes en retard sur la construction d'une grande métropole comme d'autres villes, par exemple Londres ou par exemple Berlin, et que c'est une ville qui est extrêmement dense. Et les Parisiens, ils vivent dans des tout petits appartements et l'espace public constitue une sorte de pièce supplémentaire pour eux dans lequel ils ont énormément d'occupations et chaque fois qu'on leur redonne un peu d'espace, eh bien, on participe encore une fois à une politique de justice sociale. Encore une fois, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga d'une politique de justice sociale, mais ça y participe. Donc, c'est un peu les enjeux généraux, climat, environnement, sanitaire, social, qui nous amènent à avoir une politique qui est une politique qui va à l'encontre, je le disais tout à l'heure, d'un processus historique qui a fait que Paris, vieille ville historique, s'est mis au diapason de la voiture individuelle comme toutes ses voisines et toutes les grandes métropoles pendant une grande partie du XXe siècle. De 1970, juste rapidement, de 1970 à 1990, on voit qu'il y a véritablement la voiture reine, avec en corollaire l'effondrement de la pratique du vélo, puisque plus personne n'utilise le vélo parce que c'est trop dangereux. Si vous trouvez des images d'archives, et il y en a beaucoup qui circulent sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir souvent des cyclistes perdus au milieu d'une vague ou d'un tsunami de voitures. Il fallait quand même avoir beaucoup de courage. C'était vraiment des héros urbains ou des héroïnes urbaines de pouvoir utiliser de cette manière la voiture, le vélo dans une ville qui était vraiment faite pour la voiture. Et en 91, un petit chiffre, la circulation automobile est 85 fois supérieure à celle des vélos. Voilà où on en est au début des années 90. C'est une ville massivement faite pour la voiture.
alors que d'autres villes, comme Copenhague par exemple, ont pris d'autres orientations. Mais nous sommes ancrés là-dedans, sans doute parce que nous avons une industrie automobile performante et que nous avons besoin de la soutenir. Et puis progressivement, le vélo refait son apparition. Dans les années 90, c'est pour ça que je vous disais que c'était une trend qui était une trend plus profonde et qu'il faut quand même l'appréhender dans sa dimension historique. 95, des grandes grèves des transports qui paralysent la France et qui fait qu'on voit renaître, il y a plusieurs reportages qui passent sur les télévisions françaises, qui montrent un renouveau de la pratique du vélo. 2001, une nouvelle majorité à Paris, même si des pistes cyclables ont été faites dans les années 90, il faut rendre à César ce qui est à César, la majorité de droite, et en particulier le dernier maire de droite jusqu'à aujourd'hui, Jean Tibéry, a proposé un certain nombre de pistes cyclables qu'on appelait à l'époque les voies de la mort. C'est pour vous dire à quel point elles étaient peu avenantes et qu'on n'avait pas très envie de les prendre. Mais quand même, ça a été fait. 2001, une nouvelle majorité avec, soulignons-le, puisque je suis moi-même écologiste, une forte dimension verte qui va accélérer le retour du vélo. Un des éléments déclencheurs, c'est 2005, l'installation des premières bornes Vélib. Donc, ce vélo en libre service, facile, solide, pas très beau, mais quand même beaucoup utilisé par les jeunes notamment, qui redonne une nouvelle image à la pratique du vélo en ville. Et puis surtout, on s'habitue à avoir beaucoup de vélos et donc du coup, un début d'apaisement de la circulation automobile. 2007, directive européenne, généralisation des doubles sens cyclables et des zones 30 à partir de 2010. Et ensuite, le mandat à partir de 2014 va voir une accélération très forte de la pratique du vélo, un premier grand plan vélo structurel à partir de 2015, 200 millions d'euros qui sont mis sur la table à Paris pour créer des infrastructures qualitatives sur le vélo, et ça correspond avec l'arrivée des vélos à assistance électrique, en tout cas arriver à maturité technologique et économique de toute la filière du vélo électrique. Et ensuite, nous y voilà, 2018-2020, explosion de la pratique du vélo. D'abord, grève de décembre 2019. Les grèves ont eu des impacts bénéfiques sur l'usage du vélo, comme quoi on se plaint toujours en France d'avoir trop de grèves. Eh bien, si on le regarde avec un prisme cyclable, eh bien, c'est plutôt positif, à la fois pour la santé et pour la filière économique, puisque ça a permis aussi, le vélo, on l'oublie souvent, le renouveau aussi d'acteurs français et européens dans cette filière, notamment sur la partie électrique. Et puis, la crise sanitaire, mais vous l'avez dit, pour plein de raisons, la crise sanitaire eh bien, va donner un coup de boost à l'usage du vélo, mais pas un petit coup de boost, un véritable coup de boost qui est concomitant avec l'existence d'infrastructures, qui sont des infrastructures que nous avons faites pendant toutes ces années et qui vont permettre un usage qui est un usage sécurisé, en tout cas plus sécurisé qu'avant. On est encore au milieu du gué, je vais y venir, mais plus sécurisé qu'avant. Et donc, tout d'un coup, beaucoup de gens s'aperçoivent qu'ils ne sont qu'à 15 minutes de leur lieu de travail s'ils prennent le vélo. Et puis, pendant la crise sanitaire, oui, le vélo est devenu une alternative au métro et au transport en commun pour toutes celles et ceux qui étaient obligés de se déplacer parce que ça permettait de garantir la distanciation sociale, qui est une dimension importante pour lutter contre la propagation de l'épidémie. C'est une alternative qui est une alternative saine, c'est une alternative aussi qui est accessible, j'en parlais tout à l'heure. Un petit point quand même, celles et ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui télétravailler, ce ne sont pas les cadres supérieurs, ce ne sont pas les gens comme moi par exemple, qui peuvent faire une partie de mon travail en vous parlant sur un système Zoom ou je ne sais pas lequel, mais en tout cas où je peux produire des choses, on peut produire des choses ensemble en restant chacun chez nous.
la plupart du temps, pour une grande partie de la population, en tout cas sur la première phase du confinement, qui a été obligée de se déplacer, ce sont des populations qui sont des populations populaires. Ce sont des catégories qui sont ce qu'on appelle les derniers de cordée. Et donc, nous avons offert une alternative à tous ces gens qui étaient obligés de se déplacer en leur disant vous n'êtes pas forcément obligé de prendre le métro, vous pouvez aussi prendre le vélo et le vélo reste, si vous ne tapez pas, vous n'achetez pas dans des modèles électriques très chers, ça reste quand même très accessible et ça reste encore un moyen de locomotion, un moyen de déplacement qui est un moyen de déplacement populaire et socialement équitable d'une certaine manière. Le succès, il est là. Juste un petit mot, rue de Rivoli qui est un peu notre emblème en termes de cyclabilité et de nouvelles dimensions cyclables. On a fait 50 km de pistes de Corona Piste pendant la première phase du déplacement, du confinement. On en refait encore entre 10 et 12 km là actuellement. J'en ai ouvert une hier matin dans le nord, plutôt dans les quartiers populaires. Mais Rivoli, qui a été ouvert en avril-mai, on a totalisé en septembre plus de 20 000 vélos et trottinettes électriques le 17 septembre 2020, qui correspond en fait à notre record, qui en fait la 3e piste cyclable la plus utilisée en Europe. Donc, on voit bien qu'il y a un véritable engouement et qu'on n'est pas du tout dans un frémissement, mais sans doute dans une transformation structurelle. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'il y a transformation structurelle, la politique publique, elle doit, je crois, accompagner et même favoriser ce développement d'une mobilité qui est une mobilité plus douce et plus active. Aujourd'hui, nous avons, on le voit sur la photo, ce qu'on appelle des blocs de béton, des GBA, des blocs de béton et des plots jaunes, qui font d'ailleurs débat chez nos détracteurs, qui trouvent ça très laid dans une ville patrimoniale comme Paris. Mais je les rassure, et je vous rassure aussi si vous êtes attaché à l'esthétisme parisien, nous n'allons pas conserver ces plots jaunes, nous allons réaliser des pistes cyclables et ces aménagements, ce qu'on appelle en dur, c'est-à-dire que nous allons les pérenniser. Les 50 km plus les 10 km que nous sommes en train de faire vont être pérennisés dans les prochains mois et les prochaines années pour continuer le maillage cyclable et pour répondre à une demande qui n'est pas qu'une demande conjoncturelle, mais qui est une demande particulièrement structurelle. Rapidement, pour terminer mon propos, si j'ai encore une minute, on voit bien que pour aller et continuer à soutenir le développement du vélo en ville, il faut continuer à faire des infrastructures cyclables partout. Et notre objectif, c'est de faire de Paris une ville 100% cyclable, une ville où un enfant peut prendre son vélo et se déplacer en toute sécurité, ce qui constitue notre indicateur de succès très qualitatif, mais qui est pour nous extrêmement important. Et puis, nous avons une autre dimension qui me semble importante à noter. Je l'ai rapidement indiqué. Paris est une ville très petite. Paris est une ville très enserrée dans son périphérique, cette boucle autoroutière qui constitue en fait l'ancienne enceinte de Thiers du nom d'un président de la République au XIXe siècle, qui est une frontière physique et mentale pour cette ville. Et nous avons besoin de rentrer dans une nouvelle phase métropolitaine, de faire que Paris communique mieux avec ses voisins. Et le vélo est une formidable opportunité de reconstruire d'une certaine manière des maillages entre l'hypercentre de la métropole qui constitue aujourd'hui peu ou prou Paris intramuros, qu'on appelle Paris intramuros, vers sa banlieue en créant, et nous allons continuer à le faire, de ce qu'on appelle nous le vélopolitain, sur la même terminologie que le métropolitain, mais le vélopolitain. Et le vélopolitain, c'est un maillage qui est un maillage vélo, à la fois à Paris, mais aussi dans toute la métropole.
on a déjà fait une piste cyclable qui va à la Défense, qui est le quartier d'affaires pour toute la région métropolitaine. Et on voit un succès monstrueux de l'usage de cette piste cyclable, utilisée principalement par des cadres et qui aujourd'hui veulent la pérennisation de cette piste cyclable. Voilà, je pourrais dire encore beaucoup de choses sur le soutien que nous allons apporter à tout l'écosystème vélo, notamment en termes de formation, notamment en termes d'information, d'aide à l'achat, d'aide à la réparation aussi, et de soutien global à l'ensemble de la filière vélo et de l'écosystème vélo, qui est aussi un écosystème économique. Nous présenterons un plan vélo 2 en début d'année prochaine avec une ferme intention, c'est celle de continuer à développer l'usage du vélo pour les Parisiens et les Parisiennes, à proposer des infrastructures qui sont des infrastructures en termes de pistes cyclables, mais aussi de stationnement sécurisé, parce que c'est une dimension extrêmement importante, et globalement à valoriser une image positive de l'usage du vélo, parce que, vous avez raison, faire du vélo, c'est joyeux, et Paris, c'est joyeux. Merci beaucoup, Monsieur Viard. Excellent. C'est merveilleux de voir comme Paris a changé beaucoup. Moi, j'ai envie de visiter Paris demain. Mais il y a quelque chose que je trouve que sont très importants et la qualité. Comment est-ce que c'est possible qu'on accepte une mauvaise qualité dans nos villes et vraiment, on doit donner beaucoup plus d'espace pour le cyclisme. Donc, je veux seulement vous, euh, je veux vous dire félicitations, j'enlève mon chapeau à ce que Paris a fait et c'est merveilleux. C'est un exemple et parce que on veut voir beaucoup plus de personnes qui prennent leur bicyclette. Donc, merci beaucoup encore une fois. C'était excellent. Et maintenant, j'aimerais introduire Michael Colville-Anderson de Copenhague, Danemark, qui va nous en parler. Le cyclisme de son point de vue, une personne qui habite Copenhague, qui a vécu. Merci beaucoup. Oui, j'essaie de faire un multitasking ici pour partager mon écran. Voilà, c'est un plaisir. Chaque fois que je suis avec vous, établir le cyclisme comme mode de transport. Et c'est difficile de résumer 15 ans de travail en 10 minutes. Et ça, c'est un défi énorme pour moi. Mais je vais commencer avec, on va changer la question, d'accord? C'est très important pour nous. Euh, c'est toujours la même question pendant des décennies. Et donc, peut-être on doit changer la question pour avoir des réponses différentes. Donc, changer la question, c'est très important. Et quand on parle du transport, ça, c'est la question qui doit changer rapidement dans chaque ville, partout dans le monde. Et donc, pendant 70 ans, c'était seulement une question des ingénieurs. Combien d'automobiles on peut avoir sur les rues? Toute l'éducation, toute la formation, c'est d'essayer de répondre à cette question. Et on sait que les réponses sont pas très utiles. Et donc, les bonnes villes, les bonnes personnes font une autre question. Ils changent la question, c'est seulement un mot qui change. Seulement, c'est combien de personnes on peut déplacer. Combien de personnes, pas des automobiles. On utilise tous les formes de transport public et aussi les bicyclettes, les vélos. Et donc, c'est 10 fois la capacité de déplacer les êtres humains vis-à-vis de l'autre modèle
très utilisé par les Américains dans les années 50. Ça, c'est le guide le plus rapide de planification. La priorité des trois formes au côté gauche et à la droite, c'est difficile et c'est beaucoup plus cher d'utiliser la voiture. Toutes les campagnes, utiliser le vélo, c'est important et nous avons besoin de nouvelles outils. Et donc, on va commencer à utiliser la planification urbaine moderne pour atteindre nos objectifs de rétablir le vélo. Et à la fin, les experts, on peut voir s'ils peuvent nous aider. Donc, c'est le vélo, c'est la façon la plus rapide d'aller au point A à B. Ça va être utilisé. Les trois formes de transport, c'est intermodal. Donc, si j'ai un problème avec une voiture, je peux aussi prendre l'autobus, le métro, le vélo. Et donc, les motoristes ce sont les dernières personnes qui changent leur mode de transport. Donc, on doit encourager, on doit les encourager. Mais aussi, nous avons 15 ans des meilleures pratiques. Et donc, ce sont plusieurs qui ont déjà organisé tout ça. On ne doit pas inventer la roue. D'accord? En Danemark, c'est intéressant que nous avons seulement 4 types d'infrastructures. Un type de design, c'est pour toutes les rues de Danemark et toutes les villes. C'est quelque chose de très simple, efficace et très beau. Et donc, on n'a pas besoin de discussions, type d'infrastructure ici ou là. Non, c'est seulement un type et on économise l'argent. Les résultats sont 100%. Et on peut aussi sauver des vies. Et ce n'est pas très compliqué. Ce sont des meilleures pratiques. Je prends les intersections et on essaye de voir quelles sont les meilleures pratiques. Ça, c'est un pari, d'accord? Tout près le Tour Eiffel, c'est l'arrogance de l'espace. C'est beaucoup d'espace pour les automobiles. Et donc, c'est 5 minutes avec un crayon et on peut changer l'intersection, axée sur les meilleures pratiques. Et c'est très simple. C'est très, très simple. Nous avons tous les outils qui sont besoin. Et 2020, c'est difficile, mais moi, comme urbaniste, et je travaille avec le cyclisme, je pense que toutes les villes qui essayent de trouver des espaces pour les vélos, il faut tout un changement pour les vélos. C'est merveilleux. Plusieurs villes ont réussi. Mais il y a d'autres villes qui sont très, très créatifs et visionnaires. Par exemple, j'analyse ce qui se passe partout dans le monde. Et Paris toujours fait des choses fantastiques, mais j'analyse Berlin et Milano. Ils travaillent beaucoup, mais ils se concentrent sur les meilleures pratiques, établir des meilleures pratiques quand ils font le design de l'infrastructure. Ici, par exemple, un projet de Milan, en avril, et Milan aussi, Milan, une ville qui a dit toute l'infrastructure temporaire maintenant c'est pérennisé, c'est permanent. Ils ont dit ça depuis le début. C'est une fenêtre d'opportunité. Donc, changer la question, comment améliorer la vie urbaine. Donc, fantastique tout ce travail. Il y a 2 erreurs classiques, pas seulement en 2020 avec infrastructure temporaire, mais même avant.
Une chose, c'est le manque d'uniformité en ce qui concerne le design. Ça doit fonctionner. Et donc, on voit infrastructure chaotique. Les villes essayent de trouver des espaces, les ingénieurs, où est-ce qu'on peut mettre ces vélos dans la ville. Et donc, on voit plusieurs solutions de design qui sont un désastre. Et un type d'infrastructure, on voit ici, et après, on voit un autre type. Il n'y a pas beaucoup d'intelligence ou une uniformité. Et comme on peut voir ici, l'image, pour nous, Danemark, on voit que ça, c'est pas sécurisé, il n'y a pas beaucoup d'accès. On voit des villes qui font exactement cela. Ça, c'est pas euh, très sécurisé. Ça doit être à côté. Et d'autres choses qui sont très, très étranges. Il y a des choses que moi, je ne comprends pas. Milieu de la rue, l'accès est terrible. C'est un espace bizarre au milieu de la rue. Et donc, c'est le fait qu'on doit commencer correct depuis le début. Ça, c'est une opportunité pour faire des changements urbains, la transformation urbaine pour les vélos et pour tous les citoyens. On doit le faire pour améliorer la vie dans la ville, pour que ça fonctionne très bien et aussi, si on veut planifier vers le futur, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, ça doit être lié au futur, aux prochaines années. Et donc, ça, c'est très important. Une autre chose étrange qu'on voit, le cyclisme comme commuting. On le voit aux États-Unis, mais maintenant en Europe aussi, le vélo aller de A à B le plus rapidement possible et on ne reconnaît pas le fait que le vélo est quelque chose qui aide à maintenir les communautés ensemble. C'est pas seulement un déplacement de A à B, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de nos villes. Un exemple de Copenhague, Queen Louise's Bridge, en 2007. Nous avons fait un redesign. L'infrastructure a changé et l'espace pour les automobiles, c'est minimum. Qu'est-ce qui s'est passé? La quantité de piétons a augmenté 165%. Donc, les personnes commencent à marcher. Nous avons réduit les automobiles à 57%. C'est très agréable et les personnes utilisent. Les cyclistes augmenté 60%. Nous avons plus de 40 000 cyclistes chaque jour. Mais la grande surprise, c'est le numéro à la droite. Les personnes qui arrêtent au pont, s'assoient, mangent une pizza, prennent un verre, ça a augmenté 1400%. C'est une zone de transition et maintenant, c'est un dessin. On peut voir les chiffres de personnes qu'on peut déplacer. 60 000 personnes en plus. Et nous avons créé un pont très, très agréable en Danemark, Copenhague. Ce n'est pas seulement Copenhague, Amsterdam. Il y a d'autres inspirations au Japon. Ils ont mis le vélo partout. Ça fait partie intégrale de la vie au Japon. Et ça, c'est une source d'inspiration. Même une ville comme Detroit aux États-Unis,
ils font un travail excellent. Et ici, c'était une place qui était très dangereuse. Et maintenant, c'est une infrastructure qui fait la liaison entre plusieurs espaces de la ville, espaces publics. C'est merveilleux. Et ça a augmenté aussi le prix euh, des, euh, des rentes, le prix des propriétés et d'autres choses aussi, pas seulement pour le vélo. C'est pas seulement le vélo, c'est d'autres choses aussi. Problème de changement climatique, c'est avec la pluie. Nous avons beaucoup de pluie et ici, on peut voir une infrastructure verte et ça, ça nous aide à améliorer la ville en ce qui concerne la pluie. Bon, c'est le meilleur modèle d'affaires. On parle de transport à Copenhague. On veut mesurer tout et on connaît très bien que tous les cyclistes de Copenhague, ils ont trouvé 233 millions d'euros avec la ville. On peut utiliser notre budget municipal. Et donc, c'est excellent d'aller en vélo. Si la ville de Copenhague a investi plus de 286 millions d'euros en infrastructure. Je ne sais pas calculer très bien, mais ça, c'est un modèle d'affaires excellent. On peut avoir revenu avec le vélo. Au nord de Copenhague, une extension de 3 km de route et le coût, c'est 280 millions d'euros. C'est le même investissement de 10 ans au cyclisme. Et donc, les politiciens, est-ce qu'on veut 3 km de route ou peut-être le futur de la ville avec le vélo? On sait que quand on utilise le vélo, 1 km, on peut gagner 23 sous de l'euro. Avec l'automobile, nous payons 87 sous. On sait que le cyclisme est bon pour la faire. 50 ans d'études confirment toujours avec les meilleures pratiques infrastructures. Et donc, si on fait correctement, ça peut augmenter les profits partout dans le monde. Les citoyens utilisent dépensent plus de 100 euros et donc on va commencer à enlever les espaces pour les automobiles et maintenant avec l'espace pour vélo. Et aussi logistique avec vélo, les cargo bikes. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit partout dans le monde, plus de 5 villes de l'Europe, les courriers par vélo. Et donc, 51% des biens d'une ville peut être transportés par vélo. Et des centres de micro-distribution pour logistique en vélo. Et on peut réduire l'utilisation des camions, par exemple. Et donc, il y a tout un livre, c'est le guide définitif du cyclisme et de l'urbanisme. Merci beaucoup. Merci. Excellent. Excellent. Merci de partager avec nous. Et c'est beaucoup d'espérance. On connaît très bien l'impact et ce qui est besoin. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas? Et donc, avec ça, on souhaite bienvenue à notre panneau de haut niveau.
Donc, c'est un plaisir de, de souhaiter bienvenue à Madame la ministre du Transport de l'Éthiopie, Dagwet Ho, le ministre pour infrastructure climatique, énergie et mobilité, Wallonia, Belgique, Philippe Henry, et le secrétaire de mobilité Bogota, Colombie, Nicolas Estupina. Bienvenue, Nicolas. Et aussi, Monsieur le ministre de Mobilité et Travaux publics du gouvernement de Luxembourg, Monsieur François Bosch. Bienvenue. Bienvenue tout le monde. Très bien. Et donc, on peut commencer. Nous avons vu ce qui s'est passé à Paris les derniers mois. Et nous avons pris quelques générations. Mais c'est une opportunité et aussi, Michael, qu'est-ce que nous avons besoin pour que le vélo soit plus utilisé. Et donc, on ne doit pas réinventer la roue, mais il y a des forces qui sont contre ces changements. Et donc, merci tout le monde. Et donc, comment les villes, comment les villes changent vis-à-vis la pandémie COVID-19? Quels sont les défis, les enjeux? Et donc, on va commencer avec Madame la ministre. Oui, merci. Merci beaucoup. Au nom de notre gouvernement, merci de l'appui de WRI. Et donc, comme ministre des Transports et comme résident de la ville, c'est une vie beaucoup plus agréable et aussi une activité qui dépend de notre attention et pas seulement des automobiles. Chez moi, l'Éthiopie, le mode automobile et qui a des effets néfastes à la qualité de l'air et de pollution. Mais maintenant, nous adoptons une approche équitative pour la mobilité de nos citoyens, notamment dans les régions urbaines. Et pendant la pandémie, nous avons ratifié une stratégie de transport. Et dans la stratégie, la vision, c'est de fournir aux villes avec des modes de transport efficients et sécurisés qui vont augmenter les réseaux pour piétons et cyclistes, pour que les personnes puissent avoir beaucoup plus d'accès dans ces activités quotidiennes. Et donc, dans cette vision, c'est possible de comprendre que la mobilité active en Éthiopie est essentielle et c'est des opportunités sociales et économiques. Et donc, nous fournissons les infrastructures, ça veut dire que nous fournissons beaucoup plus d'accès, beaucoup plus d'options pour la population, notamment
dans les centres urbains que nous. Et nous croyons que les stratégies que nous avons ratifiées pendant la pandémie peut aussi aider avec une urbanisation plus inclusive, parce que la plupart de notre population utilise, sont des piétons comme mode de transport. Donc, si nous pouvons fournir l'infrastructure pour les vélos et les piétons, ça peut réduire les problèmes de transport que nous avons et des modes de transport qui sont beaucoup plus accessibles, moins chers. Et nous croyons aussi que c'est un bénéfice énorme pour les femmes et les jeunes. Et notre stratégie nationale, n'est pas seulement l'infrastructure, mais aussi nous avons ratifié que la politique publique de transport se concentre beaucoup vélo et le piéton. Et donc, notre plan de 10 ans, nous avons des lignes directrices comme les villes vont planifier et la mise en œuvre de l'infrastructure. Comme un pays en développement, peut-être que nous n'avons pas besoin de donner quelque chose à la population. L'infrastructure que nous avons n'est pas suffisante. Et nous croyons que nous avons un avantage de planifier d'une telle façon qu'on peut apprendre avec les apprentissages, les leçons d'autres villes, comme Paris, par exemple. D'accord? Merci, Claudia. Merci beaucoup. Oui, et félicitations avec la stratégie. Excellent. Vraiment, vraiment excellent. Et maintenant, on passe la parole de Cameron. Deux résultats positifs qui va rester après COVID en travail de cheneau et vélo. Est-ce que vous pensez que ça va continuer? On peut pérenniser ça après COVID-19? Allô tout le monde, merci pour la question, merci pour l'invitation au WRI et Bosch. Très intéressant et aussi l'introduction très inspirationnelle. Je pense que il y a quelque chose qui se passe en même temps dans différents pays et différentes villes. C'est clair que la situation avant la crise de santé publique, la crise sanitaire était différente. Chez nous, les vélos, ce n'est pas très, très utilisé par la population. Et nous avons décidé en 2019, parce que nous avons un nouveau gouvernement, Belgique, en Wallonie, les objectifs, parce que c'est les objectifs climatiques et donc des objectifs en ce qui concerne la mobilité pour avoir un déplacement actif, vélo ou piéton ou le transport public. Et donc, les objectifs ont été décidés en 2019 et après, nous avons eu le lockdown avec la crise sanitaire qui continue. Et c'est vrai que chez nous, nous avons vu les différentes villes et
la possibilité d'utiliser plus le vélo, avoir beaucoup plus d'espace, d'une façon beaucoup plus, avec beaucoup plus de santé. Et donc, et aussi, pour retourner à la question, c'est vrai, nous avons plusieurs points négatifs de la crise sanitaire, mais pour les déplacements dans la ville, je pense que ça peut être positif. Peut-être qu'on peut utiliser des déplacements actifs. Et ça peut être intéressant aussi pour les objectifs du climat. Euh, Ça, c'est intéressant en ce qui concerne les décisions et le changement de comportement. Oui, fantastique. C'est très bien d'avoir des différentes stratégies en ce qui concerne les changements climatiques. Nicolas Stockner, qui travaille avec le cyclisme. Est-ce que Covid est responsable pour des changements dans les infrastructures? Qu'est-ce qu'on voit dans les rues de Bogota? Oui, merci Claudia. C'est un plaisir d'être ici avec vous, mesdames et messieurs, pour en parler de mobilité, transport et urbanisme. Bon, Covid est aussi une opportunité pour nous. Euh, c'est plusieurs enjeux pour la santé, sécurité et l'éducation, mais pour nous, au transport, c'est une opportunité. Et donc, c'est intéressant d'en profiter de l'opportunité, mais quand vous avez demandé pourquoi est-ce qu'on ne voit pas 100%, et moi j'ai une réponse parce que c'est très difficile de le faire, c'est pas facile. Euh, et seulement pour partager avec vous quelques problèmes que nous avons en Bogota parce que on veut redistribuer l'espace et c'est exactement ce que nous faisons, mais que nous sommes fous pour des vélos et on n'aime pas les automobiles. C'est parce que c'est très efficient et il a ce composant de justice sociale. Euh, tout le monde peut avoir espace pour s'engager et utiliser et avoir accès aux opportunités urbaines dans les villes. Parce que la ville a plusieurs opportunités et la mobilité pas toujours nous rapproche de ces opportunités. Donc, ici à Bogota, à la pandémie, nous avons commencé à redistribuer euh, l'espace public. On le fait déjà à plusieurs ans et la réponse est fantastique. Nous avons doublé la quantité, 6%, 14% aujourd'hui pendant la pandémie, et on continue avec la redistribution de l'espace public. Mais c'est parce que on veut nous assurer que les personnes ont une meilleure façon de se déplacer, meilleure connexion des espaces plus sécurisés, mais c'est difficile. C'est difficile le transport public qui utilise aussi ces corridors. Et on voit une énorme réponse, 58% des accidents avec les cyclistes. Et, et donc, ça, c'est le plan à court terme qui est très intéressant. S'améliore
le rythme de la récupération économique et aussi cette place qui aide avec l'activité économique. Et comment alloquer les routes avec les différents stakeholders. C'est pas très, très facile. Oui, merci. Merci beaucoup, Nicolas. C'est exactement le type de dialogue que nous voulons parce que plusieurs villes qui sont ici avec nous veulent comprendre quelles sont les difficultés, comment est-ce que c'est possible. Et une chose qui est fantastique avec la communauté de cyclistes de vélo, et donc peut-être ce serait intéressant de nous concentrer sur les difficultés. Et peut-être maintenant, on peut parler avec M. Ambache, où vous avez parlé en février, où le transport public est maintenant euh, zéro. C'est free, gratuit. Comment est-ce que vous avez réussi? Et merci, Claudia. En premier temps, je peux vous dire que la stratégie de transport public gratuit euh, est seulement une partie de la stratégie. C'est une stratégie multimodèle de mobilité d'une façon générale. Quand j'ai commencé comme ministre, ça fait 7 ans, et j'ai commencé à expliquer qu'on doit avoir une stratégie multimodale et prendre vélo dans un pays comme le Luxembourg où les Allemands construisent les automobiles et nous, on achète ces automobiles. Et donc, c'est une lutte contre la motorisation individuelle des personnes qui trouvent ça sur la folie et c'est suicide politique pour essayer de convaincre les résidents de Luxembourg d'utiliser le vélo. Mais ce n'est pas vrai. C'est une question, la population utilise le vélo quand l'infrastructure est bonne, quand la qualité de l'infrastructure est bonne et quand il a l'appui. Et quand nous avons commencé, je sais que c'est difficile, c'est pas facile, on doit convaincre, mais c'est possible parce que toute l'infrastructure mise en œuvre, après, on voit que la population utilise, il commence à redécouvrir le vélo, redécouvrir la ville. Et Covid-19 a aidé dans ce sens-là. Euh, nous avons vendu tous les vélos. Euh, et donc, c'est incroyable de voir les personnes qui se promènent avec ces vélos parce que la rue est 70% moins d'automobiles sur les rues. C'était formidable. Et la question est-ce que ça va pérenniser après le lockdown? Oui, je pense que oui. Et parce qu'on voit aujourd'hui qu'il a tout un lobby, le lobby du cyclisme pour qu'il y ait plus d'infrastructures après Covid-19. Donc, merci beaucoup, Virus, pour ce résultat positif dans cette direction, plus d'infrastructures pour le cyclisme. Et donc, ça, c'est la stratégie. Je pense qu'on doit maintenant penser
une autre direction. Et donc, je vais vous donner un exemple. D'accord? J'ai présenté un nouveau projet, une route entre deux villes où la distance est de 13 km, mais donc, on ne pas seulement les routes, mais c'est une route seulement pour le vélo. C'est un excellent exemple. Ici, on peut voir où autobus, camions et automobiles. Et là, nous avons un train qui fait la connexion entre la capitale du pays, au sud du pays, mais aussi cette route, autoroute de vélo, du cyclisme, 8 km, qui fait la connexion entre ces deux villes et des hubs économiques et industriels que nous avons chez nous en Luxembourg. Et donc, ce type de projet, 4, 5, 6 ans, serait une discussion énorme au Luxembourg et il vous dirait, il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Mais maintenant, j'ai plusieurs réunions avec la population, avec la participation de la population qui participe de cette réunion et tout le monde est très, très heureux avec les résultats. Et si c'est possible, lier tout ça avec toute l'infrastructure. Donc, c'est un excellent exemple. Et je pense que la crise de COVID nous a aidé beaucoup à une grande acceptation de ce type de projet. Merci.